Au Cameroun, malgré les accords ratifiés par les pouvoirs publics, les mariages forcés concernent 38% des jeunes filles, dont 24% dans les provinces du Nord, où le poids des traditions et de la religion font du mariage un accomplissement pour toute jeune fille. Djaïli Amadou Amal, bonjour. Bonjour. Les mariages forcés, la polygamie et les discriminations faites aux femmes sont au cœur de tous vos livres. Mais à force, avez-vous le sentiment que vos messages sont entendus par les pouvoirs publics, les familles et les jeunes filles? Je pense oui, quand même. Par les pouvoirs publics, là, automatiquement, je dirais oui, même si beaucoup reste encore à faire. Je dois avouer que quand j'ai publié mon premier roman, sans comment dire, la participation quand même surtout des autorités administratives, je n'aurais pas pu faire les dédicaces et tout. Et puis, il faut savoir que dans le premier roman, quand je parle de polygamie, quand je parle de mariage précoce et forcé, quand je parle des droits de la femme, c'était quand même dans une société où tous ces sujets-là étaient quand même tabous. Donc, dès l'apparition du roman, les autorités administratives ont quand même été de mon côté. Ça a beaucoup facilité les choses. Est-ce que le message est entendu par les jeunes filles? Là aussi, je dirais, pour celles qui ont la possibilité d'écouter le message, oui. Et de lire. Et de lire. Donc, les réseaux sociaux, les jeunes filles qui sont inscrites à l'école, parce qu'il s'agit aussi de ça. Le message n'ira jamais au fin fond dans le septentrion, des campagnes et tout ça. Mais pour celles qui ont été inscrites à l'école, celles qui sont au lycée, celles qui peuvent lire le livre, celles qui peuvent m'approcher, qui peuvent m'écrire sur les réseaux sociaux, elles peuvent comprendre le message, elles peuvent se prémunir des violences. Mais maintenant, la majorité, c'est les autres. Mais malgré tout, depuis 1989, le Cameroun a ratifié la Convention sur les droits des enfants, mais on note quand même une discrimination, parce que pour les garçons, l'âge du mariage est de 18 ans, tandis que pour les jeunes filles, il demeure à 15 ans. Exactement. Et le pire, moi je dirais que c'est les mariages, je ne vais pas utiliser de termes péjoratifs, mais c'est plutôt des mariages clandestins. Parce que quand on prend une fille, qu'on la donne en mariage, où il n'y a aucun document signé, c'est-à-dire ça se fait... c'est des mariages traditionnels, voilà, qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Qui ne sont pas enregistrés. Et donc, du coup, on peut faire un mariage avec une fille de 12 ans, une fille de 13 ans, sans que ça ne dérange absolument personne. Bien entendu, là, on ne peut pas dire, même si dans certains cas, il y a des personnes, on peut dire qu'on ne sait pas, mais dans la majorité des cas, ça se fait comme ça, au vu aussi de tout le monde. Et le pire, c'est que personne ne trouve ça anormal. Et pourquoi, selon vous, personne ne trouve ça anormal? Quand on parle de mariage, au-delà même du mariage traditionnel, quand c'est un mariage religieux et qu'il n'y a pas d'âge, en fait, parce que sur le plan islamique, là, je vais plus aller du côté islamique, puisque je parle beaucoup des femmes du Sahel, des femmes du Sahel, musulmanes et tout. Donc, le mariage sur le plan islamique, c'est un contrat qui établit tout simplement entre le tuteur légal de la fille, généralement son père, son oncle ou quelqu'un qui a été désigné par son père, et le tuteur de l'homme, ou l'homme, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, c'est juste un accord entre deux familles. Il n'y a rien de légal là-dedans. Et c'est ça aussi qui cause énormément de tort aux femmes. Alors pour les femmes du Sahel, qu'est-ce qui est le plus lourd à porter, la tradition ou la religion? Le problème, ce n'est pas la religion. La religion, en fait, elle a ses règles, elle a ses dogmes et tout. Le pire, c'est la mauvaise interprétation de la religion. Aujourd'hui, on n'arrive plus. Il y a l'amalgame entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est religieux. Donc, c'est ça qui cause le plus de tort. Sur le plan islamique, même quand on parle de mariage, la femme a énormément de droits dans le mariage islamique. Mais quand maintenant on ne sait plus qu'est-ce qui est coutumier, qu'est-ce qui est religieux, où commence la religion, où commencent les coutumes, et puis surtout quand on a une très 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 mauvaise interprétation de la religion, en ce moment, le pire, c'est les femmes qui le subissent. Donc, alors comment faire changer les choses? Comment faire changer les choses, c'est pas l'éducation. Pour moi, c'est
pour moi, c'est simple. Ça ne peut passer que par l'éducation, une meilleure connaissance de la religion, et puis surtout, les femmes qui sont éduquées acceptent moins quand même les injustices, que ce soit pour elles ou que ce soit pour leurs enfants. Alors, Milial, les larmes de la patience, Hindou, l'héroïne, vous ressemblent beaucoup, puisque comme vous, elle refuse la soumission. Je rappelle que vous-même, vous avez été mariée à l'âge de 17 ans. Alors, comment fait-on pour résister au poids de la famille, au poids de la société? Vous savez, j'essaie d'ailleurs de le décrire dans le roman. Le mariage forcé, c'est pas comme on le voit souvent dans les mauvais téléfilms où on prend la fille, on lui dit mais voilà, vous allez partir en mariage et tout, et elle pleure, elle se débat, c'est pas ça. En fait, c'est pas la persuasion. On vous persuade que c'est pour votre bien. C'est un accomplissement. Voilà, exactement. Et puis, à la base, on se dit que tout parent veut le bonheur de son enfant. Donc, même ce parent-là, en obligeant la fille à se marier, pour lui, c'est le bon choix qu'il fait pour que sa fille puisse avoir un bon protecteur, pour plusieurs raisons, mais qui sont des très mauvaises raisons. Donc, j'essaye de donner aussi, même si certaines des héroïnes du roman Mounial sont assez fragiles, assez timides, elles se font avoir, j'essaie aussi de donner l'image des filles qui peuvent être instruites et qui peuvent s'en sortir. Pour moi, j'ai été mariée, donc la preuve que je n'étais pas si forte que ça. Mais à notre époque aussi, on n'avait pas tout autour de nous, toute cette communication, on ne savait pas vers qui se tourner et tout ça pour pouvoir avoir de l'aide. Et puis surtout, il y avait aussi ce sentiment de ne pas désobéir, ce sentiment de vouloir être la petite fille parfaite, d'accepter tout, d'être la bonne épouse, bref, être ce que la société attend de nous. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils que les filles peuvent utiliser pour faire entendre leur voix et puis surtout pour faire comprendre, que ce soit aux parents ou que ce soit aux autorités traditionnelles ou même aux autorités administratives, qu'elles aussi ont des droits et qu'elles veulent être autre chose que ce qu'on attend d'elles. Alors vous dites que dans la culture Peul, le maître mot pour la femme, c'est la soumission. Il faut être sourde, aveugle et même muette. Exactement. Vous savez, ce qui m'a inspirée pour écrire ce roman Mounial... Surtout quand on est dans un mariage, quand on est la seconde épouse. Voilà, pas que seconde épouse, troisième, dans quatrième, voilà, oui. Dans la polygamie. Bon, même première, peu importe en fait. Ce qu'on attend de la femme, c'est qu'elle patiente. Mounial signifie patience, endurance, tolérance, mais surtout encaisse, accepte, soumets-toi et tais-toi, c'est tout. Donc, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un mariage, on est censé écouter des mots comme félicitations, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais quand on vous dit patiente, il faut accepter tout, il faut se soumettre, on se dit, mais finalement, c'est comme si j'allais là où on allait me torturer, là où c'était tellement désagréable qu'il faudrait que je prenne patience et tout ça. Et donc comment vous l'avez surmonté? Non, en fait, je ne pense pas qu'on le surmonte. Parce qu'on ne peut pas dire « je ne patiente pas ». Parce que la patience, c'est une vertu de notre culture et c'est une recommandation divine. Si on dit « je ne veux plus patienter, j'en ai marre de patienter, ça suffit, on arrête », alors on vous répond tout simplement « mais tu blasphèmes ». Et quand on dit blasphème déjà, on a peur, nous-mêmes. Et donc, du coup, on est obligé de se taire et de regarder. Et d'endurer. Et d'endurer. Le jour du mariage, on énumère à la jeune fille tous ses devoirs, mais personne ne lui dit ses droits. En fait, elle n'en a pas. Quant au jeune homme qui se marie, on lui dira, la femme, elle a été créée de la côte d'un homme. Il faut patienter parce que si on essaye de la redresser, elle va se briser. Yali Amadou Amal, quel accueil ont reçu vos livres qui ont été traduits en arabe et qui sont distribués au Maghreb et au Moyen-Orient? Un très bon accueil, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Au Cameroun, bien entendu, il y a eu la majorité
dans la plupart du cas, c'était vraiment très positif. Maintenant, ça ne manque pas de petites réactions négatives et tout. Qu'est-ce qu'on vous reproche? D'avoir osé lever le voile, c'est ça? Et surtout de trahir quelque part la société, de trahir les coutumes et tout ça. Et puis le pire, c'est qu'on peut même me reprocher d'aller à l'encontre de la religion. Mais bon, dans tous les cas, si sur 100 personnes, 90, 95 approuvent, je dis aux autres, je ne suis pas là pour gérer les susceptibilités. Alors, quelle stratégie vous préconisez pour mettre un terme à toutes ces pratiques? Plus de lois, l'éducation, vous l'aviez dit, des campagnes de sensibilisation, mais également une mobilisation peut-être plus accrue des ONG? Une mobilisation accrue des ONG, oui. Mais le problème, c'est quoi? Il y a déjà des ONG. Mais ces ONG, leurs actions ne sont pas adaptées, en fait, aux traditions et aux coutumes. Donc, il faut que ces ONG, et il faut même que l'administration, parce qu'il y a aussi le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Promotion de la femme et de la famille, etc., il faut qu'ils s'adaptent au contexte pour pouvoir apporter des solutions qui seront vraiment efficaces. Donc, pour moi, c'est plus ça, en fait. C'est s'appuyer peut-être plus sur les bonnes personnes, sur les personnes qui connaissent le coin, qui connaissent les traditions, qui connaissent les règles, pour pouvoir trouver des solutions adaptées. Parce qu'on ne peut pas transposer ce qu'on prend ailleurs pour mettre dans une société qui a ses propres règles et ses propres codes et penser que ça va marcher, c'est impossible. Mais au niveau des pouvoirs publics, comment faire bouger les lois? Là aussi, peut-être qu'il nous faut plus de femmes députées. C'est une idée. Bientôt, c'est les élections. Nous espérons que plus de femmes vont se présenter et puis qu'elles pourront peut-être mettre sur la table ces problèmes. D'ailleurs, même pour le code de la famille, au-delà même du septentrion, pour tous les Camerounaises, ça ne va pas. Donc là encore, il faut bien que nous, les Camerounaises, nous, les femmes, nous levons, nous cherchons des solutions adaptées pour nous-mêmes. Et pour cela, il nous faut plus de femmes élues. Et un message que vous voudriez faire passer à toutes les jeunes filles pour que demain, elles comprennent l'enjeu de ces situations? Pour les jeunes filles, tout ce que je vais leur dire, c'est que, c'est une phrase qu'on entend souvent, le premier mari de la femme, c'est le diplôme. Mais avoir son diplôme, c'est très important. Il faut avoir le diplôme. Et ensuite, on pourra réaliser tous ses rêves. Le mariage, ça vient, ça va, ça vient. C'est pas une fin en soi. Voilà, exactement. Djaïli Amadou Amal, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu.